Demain commence ici, au Printemps des Territoires. Merci d'être avec nous pour assister à l'atelier Optimiser nos énergies. C'est possible. Alors on va plutôt le voir à travers le prisme de l'habitat, du logement, des bâtiments. Et c'est vrai qu'en France, le bâtiment est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Il représente à lui seul 27% des émissions de CO2 et près de 45% de la consommation d'énergie finale. Alors, le secteur du bâtiment a un rôle majeur, central à jouer dans l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. Et si l'énergie, et si la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas, qu'en est-il au niveau justement de l'habitat, du logement et des bâtiments publics? Comment la rénovation énergétique des bâtiments peut contribuer à économiser de l'énergie? Nous allons en parler avec nos invités, avec deux exemples probants, le parc social et le parc tertiaire public. J'ai à mes côtés Stéphane Houlier qui est au milieu. Vous êtes directeur du SDEEG, le syndicat d'énergie et d'environnement de la Gironde, qui contribue entre autres à l'aménagement du territoire, à la valorisation du patrimoine architectural et à la préservation de l'environnement. Nous avons en bout Adrien Delacroix, vous êtes président de Plaine Commune Habitat et adjoint au maire de la ville de Saint-Denis. Et je crois que vous avez une troisième casquette encore, prenez le micro. Je suis également conseiller régional. Conseiller régional. Et vous êtes en charge de l'urbanisme et de l'aménagement durable. Et puis Pierre Laurent à mes côtés. Vous êtes directeur du développement à la direction des prêts à la Banque des Territoires. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Une première question sur le sujet de la rénovation énergétique. Est-ce que l'on en parle assez? Est-ce que vous considérez que les collectivités locales, entre autres, sont assez matures sur le sujet? On en parle beaucoup, il y a des investissements colossaux, je pense d'ailleurs au plan France Relance qui lui consacre quand même 6,2 milliards sur 2 ans. Il y a la stratégie nationale bas carbone. Bref, on sent que cela bouge. Pour autant, est-ce que vous sentez que ce sujet frétille et qu'on s'en empare suffisamment? Qui peut prendre la réponse? Eh bien peut-être vous, Pierre Laurent, je vous en prie, prenez le micro. Merci. Alors, peut-être un premier constat pour démarrer cette table ronde. 17% de nos logements en France sont des passoires thermiques. Donc ça donne une idée déjà dans les défis qui sont devant nous. Et comme vous le disiez en introduction, on peut peut-être distinguer au sein de ce parc qu'on veut analyser aujourd'hui, le parc social du parc des collectivités. Alors pour le parc social, je dirais que la dynamique est enclenchée. Elle est enclenchée depuis de nombreuses années, depuis plus de 10 ans, où les bailleurs sociaux se sont vraiment emparés de cette question de la rénovation de leur parc. Alors même si ça ne leur profite pas directement, parce que vous le savez, les bailleurs sociaux, lorsqu'ils rénovent un bâtiment, c'est avant tout le locataire qui bénéficie de cette rénovation et pas directement, financièrement, le bailleur. Mais néanmoins, si on regarde simplement ce que l'on a mis en place à travers le dispositif Écoprêt, qui est un peu très concessif et qui est vraiment le dispositif le plus massif en France aujourd'hui en termes de rénovation du parc de bâtiments au sens large. On a rénové, ne serait-ce que sur les 3 dernières années, plus de 110 000 logements sociaux avec un gain énergétique de 40% minimum. Donc ça donne une idée de l'économie réalisée. C'est plus de 1200 gigawattheures d'énergie primaire économisée par an, voilà, pour ceux qui sont spécialistes. Donc c'est bien engagé, la performance est là, la partie n'est pas terminée, on le sait. Les DPE sont devenus plus stricts, donc on rechargeait le parc HLM et le parc en général de logements en passoire énergétique. Donc il y a de nouveaux défis devant eux. Cette opération, elle consomme beaucoup de fonds propres. Elles sont déséquilibrées pour les bailleurs, elles consomment beaucoup de fonds propres, donc ça reste vraiment un défi. Mais il faut l'accélérer, il faut continuer même à l'amplifier pour répondre à la stratégie, à la trajectoire SNBC. Alors sur les collectivités, je serai beaucoup plus court, parce que ça bouge, mais on est encore loin de la massification. On a un parc, on pourra y revenir, très, très, très important. Et il y a pas mal de freins qui expliquent pourquoi le parc des collectivités locales aujourd'hui est au début de sa mutation. Et je pense qu'on pourra le voir avec un témoignage d'un élu
qui par ailleurs connaît bien le logement social. Ce sera intéressant de voir comment, voilà, pourquoi de sa vision des deux mondes. Mais je donnerai simplement un fait. Il y a une étude du CEREMA qui est parue en 2021. Qu'est-ce que c'est le CEREMA? Alors c'est un centre d'études qui voilà, au service, entre autres, de ces problématiques, et qui publiait un fait stylisé très intéressant. Il disait que seulement un tiers des communes connaissaient l'âge moyen de leur patrimoine. C'est pour vous dire l'état de méconnaissance de leur actif, de ce portefeuille d'actifs qui a beaucoup de valeur, qui est leur patrimoine immobilier. Stéphane Houllier, vous partagez ce point d'immaturité côté collectivité et au contraire une avancée relative... pardon, je ne m'adressais pas du tout à Stéphane Houllier, je regardais Adrien Delacroix. Et après, vous pourrez réagir. Hein. Adrien Delacroix, pour vous d'abord, vous partagez la vision de Pierre Laurent? Elle est sans doute un peu rude, mais elle reflète sans doute en partie la réalité. Évidemment que les bailleurs sociaux ont engagé depuis de nombreuses années, en tout cas à travers des politiques d'entretien de leur patrimoine, déjà ce qui n'est pas forcément le cas et bien souvent du parc privé. Globalement, les bailleurs sociaux ont des patrimoines beaucoup plus performants que le parc privé et ont engagé des réhabilitations, pas seulement en matière de confort à l'intérieur des logements, mais aussi pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Nous, je gère et je dirige un office public de près de 20 000 logements. On a déjà rénové énormément de notre parc. Aujourd'hui, on a un parc qui est à 68% classé en étiquette D ou C, moins de 8% de notre parc en étiquette F. Nous n'en avons pas à Angers. Ouais. Et à échéance 2050, on a pour ambition d'être conforme à la stratégie nationale bas carbone. Et donc avec une volonté d'avoir 95% de notre parc en étiquette A ou B. Ce n'est pas juste des chiffres, c'est 17 000 réhabilitations qui seront réalisées à échéance 2050 et près de 8 000 rénovations dans les 10 prochaines années. Donc, pour répondre à cet enjeu, d'améliorer la performance énergétique des bâtiments, d'agir, et c'est peut-être ça, d'agir directement sur le pouvoir d'achat des locataires. Et c'est bien pour ça que les bailleurs sociaux ont pris sans doute plus tôt que les collectivités ce problème à bras-le-corps. C'est que toute consommation économisée, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire pour les ménages. C'est moins le cas par les collectivités qui, elles, n'assoient pas la réhabilitation à des ressources nouvelles parce que même si elles sont coûteuses, qu'elles mobilisent beaucoup les fonds propres des organismes HLM, il y a aussi dans le cadre des réhabilitations des hausses de loyers qui participent à financer les réhabilitations. Dans un parc de bâtiments publics, on ne va pas augmenter les tarifs de la piscine, des crèches, typiquement. Ou on les ferme dans ces... Ou des centres de loisirs, voilà, pour les activités où les usagers participent. Et dans les écoles, et bien heureusement, l'école, elle est gratuite. Et donc, que vous réhabilitiez ou pas l'école, finalement, vous n'avez pas de ressources à côté. Et ces dernières années, quand même, la capacité à investir, y compris des collectivités, a été très affaiblie. Et donc, c'est la conséquence aussi directe de la baisse des dotations, le fait que les recettes liées à la fiscalité sont moins dynamiques. Et donc, il y a aussi un peu un effet ciseau entre... un moment où les enjeux d'amélioration et d'améliorer la performance énergétique des bâtiments sont de plus en plus importants. Et la crise très récente vient illustrer ça, mais c'est pas nouveau en tout cas ces enjeux-là, mais en tout cas on est passé d'un enjeu où il fallait le traiter sur quasiment le temps long à il faut le traiter dans l'urgence. Et parfois certaines collectivités, voire certains bailleurs ont pris un peu de retard pour traiter ça. Mais aujourd'hui l'enjeu il est évidemment d'accélérer les choses et de répondre à l'urgence parce que sinon ça commence à coûter très cher à tout le monde. On va en parler justement du prix aussi, puis de l'augmentation, l'inflation qui a forcément des impacts. Stéphane Houllier, quel est votre point de vue sur le niveau de maturité? Alors pour répondre à votre question, je dirais que il y a encore 2-3 ans, nous étions dans des incantations auprès des collectivités, en les sensibilisant, faisant œuvre de pédagogie. Ça nous paraissait être un long cheminement. Aujourd'hui, je crois qu'on est passé de l'apprentissage scolaire vis-à-vis des collectivités à une vraie crise d'adolescence qu'elles connaissent. C'est-à-dire qu'on voit qu'elles prennent leur destin énergétique en main, elles s'émancipent, alors qu'avant, il fallait qu'on soit à les booster, si je puis parler ainsi. Aujourd'hui,
le contexte auquel vous faisiez allusion, il y a une sorte d'alignement des planètes pour réaliser avec les collectivités le Big Bang énergétique. Ça se traduira par quoi? Ça se traduit par quoi? Quelle est cette prise de conscience très concrètement? C'est que les collectivités sont en première ligne par rapport à bien des événements climatiques, hein, qui peuvent être les inondations, tempêtes et autres sécheresses, érosion marine au niveau du littoral. Et elles se disent, entre augmentation de la facture d'énergie et cette crise climatique que nous connaissons, ben, il y a une convergence des crises qui amène à agir. Voilà, c'est vraiment ce que l'on ressent sur le terrain quand on discute avec les élus. À ceci près, les disponibilités budgétaires, mais on y viendra à plus tard, je suppose. Il y a des outils à notre disposition. Oui, on va parler des outils, mais est-ce que justement aujourd'hui, avec les dotations qui baissent, est-ce qu'aujourd'hui les investissements finalement de la part de l'État, les aides, les soutiens sont suffisants pour rénover ce parc public et ce parc social? Bah, écoutez, d'abord, par le passé, il y a eu quelques dispositifs astucieux, tels que les certificats d'économie d'énergie, hein, dont les collectivités ont pu bénéficier en lançant des programmes vertueux en termes d'économie d'énergie. Et puis, on a le sentiment que France Plan de Relance et tout ce qui s'ensuit derrière constitue un vrai levier, un catalyseur pour pouvoir investir dans la rénovation énergétique. Mais ça suffit par rapport à ce parc gigantesque qui est difficile sans doute aussi à évaluer aujourd'hui dans la France entière? Alors, on a quand même, moi je parle au nom des collectivités, on a une connaissance sur la Gironde, par exemple, assez fine de ce Oui, vous savez ce qu'il y a à rénover. Parce que nous travaillons déjà avec les collectivités en matière de conseil en énergie partagée, ce qui nous permet d'avoir la carte d'identité du patrimoine bâti des collectivités, détecter là où il y a des pertes en ligne en termes d'économie d'énergie, des ponts thermiques, etc. Et donc l'urgence qu'il y aurait à agir sur tel bâtiment en priorité par rapport à tel autre. Donc ça, c'est quand même un atout de connaître son patrimoine, en sachant quand même, c'est un chiffre qui fait parler de lui, c'est que plus de la moitié des bâtiments publics ont été construits avant 1976. Donc ça veut bien dire que la crise, on était presque entre les deux chocs pétroliers. Aujourd'hui, on a largement fait notre chemin en la matière et on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire. Une réaction, Adrien Delacroix? Est-ce que c'est suffisant? Non. Enfin, moi, je vais vous dire les choses assez clairement. Du côté bailleur, on valorisait l'instance que le monde HLM a fait déjà et la prise de conscience plus ancienne sur les enjeux de performance énergétique. Mais dans le même moment, on se dit c'est le moment clé où il faut réhabiliter. On a des lois de finances qui ont quand même très largement affaibli le modèle HLM, les capacités d'investissement des organismes HLM, c'est-à-dire que dans les opérations de construction, de réhabilitation, la part des fonds propres est de plus en plus importante. Donc le coût, on a des coûts de construction ou des coûts de travaux qui ne cessent d'augmenter également. Donc et aujourd'hui, j'illustrais de la performance d'avoir un parc déjà existant parce qu'il y a eu des investissements importants et que c'est essentiellement de l'habitat collectif qui est déjà assez performant. Mais on a d'autres à l'échelle du monde HLM. On a quand même un parc qui est moins performant que ce que je peux avoir sur le territoire de Saint-Denis ou de Plaine Commune et où les besoins financiers sont encore plus important et la capacité à assurer la trajectoire de la SNBC à échéance 2050 n'est pas tenable aujourd'hui pour le monde HLM. Donc il faut trouver les leviers. Il y a un savoir-faire, il y a la volonté de faire, il y a aussi les capacités et de libérer aussi les capacités financières des bailleurs. Mais vous ne craignez pas... Et ensuite, sur les collectivités, là, il y a eu du retard et donc il faut trouver aussi la stratégie pour combler ce retard parce qu'on a des parcs d'équipements qui sont plus complexes. Rien ne se ressemble, je veux dire, entre deux écoles, une crèche, voilà. Alors que, bon, voilà, on sait que globalement, un immeuble collectif de 100 logements, quand il a été construit en 1980, globalement, il a ce type de performance. Les diagnostics, ils existent, la connaissance du patrimoine est assez relativement fine. Et aujourd'hui, on est plutôt sur les besoins
d'accélérer les choses. Et moi, très clairement, si on me demande mon choix, est-ce qu'il faut être à 2050 à 95% en étiquette A ou B, j'aimerais même, mon souhait, et j'en discute régulièrement avec mon directeur général, c'est de le faire avant 2050. Bien sûr. Parce que la crise énergétique, elle est maintenant. Et donc, on a un enjeu à anticiper les choses, mais on a un enjeu, là, aujourd'hui, majeur, de répondre en urgence. Et avec la crise énergétique et l'inflation des prix de l'énergie, vous ne craignez pas de reculer en matière d'investissement? Et est-ce qu'on ne risque pas non plus de tomber dans des situations absurdes, comme on l'a pu l'entendre il y a quelques jours je crois, dans le département du Rhône, où un bailleur social demandait aux habitants de HLM de ne plus utiliser l'ascenseur? Moi, je pense qu'il ne faut pas en être là. Et en tout cas, nous, on travaille à un plan de sobriété. Un plan de sobriété en interne, comme n'importe quelle entreprise, globalement limiter notre consommation d'énergie. Alors, je veux dire, à la taille de notre parc, l'enjeu, il est surtout sur la maîtrise des consommations énergétiques à l'échelle pour nos locataires. Et donc, c'est une discussion que nous allons engager de peut-être baisser un petit peu le chauffage, parce qu'on sait que chaque degré en moins est une économie importante qui n'est pas assumée de toute manière par le bailleur. Donc c'est pour donner du pouvoir d'achat ou éviter des impacts violents sur le pouvoir d'achat des ménages. Donc c'est une discussion qu'on aura avec les représentants de locataires, et donc sur le niveau de chauffe, sur peut-être retarder un petit peu la mise en chauffe des bâtiments, mais tout ça va dépendre aussi du contexte, de la météo, parce que s'il fait 0 degré dès le 1er octobre, on pourra toujours se dire que ça serait bien de chauffer un peu plus tard que d'habitude, mais en même temps, ça ne serait pas tolérable d'avoir des logements qui ne sont pas chauffés au moins à 19 degrés à l'automne. Et de la même manière sur les équipements publics, la réflexion aujourd'hui, elle est plus ou moins la même. C'est de retarder un petit peu les mises en chauffe des bâtiments municipaux, en tout cas ceux notamment où c'est possible, parce que évidemment dans une crèche ou dans une école, on va chauffer les bâtiments comme d'habitude, j'ai envie de dire quasiment. Mais en revanche, dans les bureaux, en mairie, dans les services administratifs, les services techniques, et ben voilà, c'est les choses qu'on réfléchit pour en urgence faire des premières économies. Quel type d'autres dispositifs qui ne sont pas que en urgence vous mettez en place? Quel type d'éco-gestes aussi vous développez avec les habitants et sur votre commune? Nous, en tout cas, sur le territoire de Plaine Commune et particulièrement sur Saint-Denis, on a la particularité d'avoir un réseau de chaleur, de chauffage urbain extrêmement développé. On a près de 67 000 logements sur le territoire de Plaine Commune qui sont raccordés au réseau de chaleur, dont le mix énergétique est aujourd'hui autour de 60% en énergie renouvelable. L'autre essentiellement en gaz ou en production ou en chauffe bois. Donc ça, c'est une particularité. Ce qui fait que sur le patrimoine de l'office public, on est à peu près à 71% du patrimoine qui est raccordé au réseau de chaleur. Et donc c'est aussi un amortisseur sur les variations de prix. C'est évidemment bien meilleur en termes de pour limiter la production de gaz à effet de serre. Et c'est un réseau de chaleur que nous continuons de développer, puisque nous avons en cours 3 créations de centrales de géothermie sur le territoire, qui va nous permettre de mailler mieux le territoire, avec de raccorder des villes qui ne l'étaient pas jusqu'ici. Je pense notamment à Épinay, Villetaneuse ou Pierrefitte, et de continuer de développer le réseau de chaleur sur son territoire déjà actuel, et donc avec la volonté d'améliorer y compris le mix énergétique. Donc, et ça, c'est une vraie réponse aussi structurante qui permet de faire des économies, de limiter nos gaz à effet de serre et de chauffer et de limiter les impacts liés aux augmentations de coûts de l'énergie. Oui, donc c'est une vraie infrastructure que vous mettez en place aussi pour quasiment développer un peu votre autonomie. Stéphane Houllier, oui, j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Stéphane Houllier, vous, qu'est-ce que vous mettez en place? Quel type de dispositif vous mettez en place? Comment vous aidez les collectivités aussi à soutenir ces investissements? Écoutez, nous, on est parti du postulat, et ce n'est pas de moi, c'est de Pierre Rabhi, de faire prendre conscience aux collectivités que la sobriété, puisqu'on ne vit plus dans l'abondance, on le sait désormais, que la sobriété, elle peut être heureuse. Elle peut être heureuse si et seulement si les collectivités, et je le disais en préambule, prennent leur destin énergétique en main, c'est-à-dire qu'elles ne subissent pas la dite sobriété énergétique, mais au contraire, elles la construisent ensemble. Avec nous, nous sommes syndicat départemental d'énergie, donc l'idée c'est d'accompagner ces collectivités. Ne pas subir, choisir ensemble pour mieux agir, c'est un peu notre modèle à penser.
Alors après, comment nous y prenons-nous? Nous, on part du principe qu'il faut accompagner les collectivités dans le lancement de chantiers de rénovation énergétique. Pour cela, il faut qu'on mette en place un modèle juridico-technico-économique, parce qu'il faut bien se dire que mon voisin de gauche, Saint-Denis, est une grosse commune. Nous avons des villes et villages qui font entre 2000 et 300 habitants. Enfin, à part Bordeaux et la métropole, le reste, la Gironde, il faut savoir que c'est beaucoup de petites villes. Vous êtes vous-même d'un endroit où vous connaissez les petites villes. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut les accompagner parce qu'en leur sein, elles n'ont pas la logistique et la ressource humaine pour lancer cela. Et il faut une structure qui soit porteuse à une maille territoriale intéressante. Là-dessus, le syndicat départemental met ses économes de flux à disposition des communes. Ces économes de flux, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire des énergéticiens, des gens qui sont capables de voir où il y a des économies d'énergie à faire en changeant une chaudière, en procédant de l'isolation ou encore en changeant tout simplement de l'éclairage. Donc si vous voulez, à partir de cela, il faut un peu une relation tripartite, c'est-à-dire une collectivité désireuse de s'engager, une structure porteuse telle qu'un syndicat départemental, parce que nous avons une vision assez importante. Et puis, il nous faut enfin un organisme financier, prêteur, qui puisse nous permettre de mener à bien ces actions. Et c'est en cela, mais on y reviendra tout à l'heure probablement, que la Banque des territoires, Caisse des dépôts au-dessus, nous paraissait être le partenaire idéal parce que sa connaissance de l'écosystème public nous a été très utile. On a pu de suite rentrer en action. Donc quel dispositif financier vous avez mis en place ensemble? Écoutez, c'est très simple. Quand on lance une rénovation énergétique, je parlais de changement de chaudière ou d'éclairage, c'est une chose, mais souvent quand on touche aux huisseries des salles, des écoles et autres, il y a de la peinture à faire, il y a beaucoup de choses. Donc on s'est dit, oulala, on rentre dans une rénovation beaucoup plus lourde que ne laisse supposer un changement de chaudière. Donc en se rapprochant de la Banque des territoires et de notre délégation régionale, on a exposé tout ceci. On a eu, je dois dire, une écoute attentive et pragmatique. Ça, c'est très important, c'est le pragmatisme. Et il y a deux produits financiers qui nous ont intéressés. C'est d'une part ce que l'on appelle l'intracting et d'autre part une formule de prêt à plus long terme où il n'y a pas de rentabilité immédiate et où on est plus dans la peinture, la mise aux normes, handicapé, des choses comme ça. Mais tant qu'à rénover un bâtiment, il faut refaire une coquille neuve, si je puis dire, et ça s'appelle les prêts Ambre, qui offre également une souplesse et puis du long terme pour nous permettre de rentabiliser l'ensemble de l'investissement. De manière assez vulgarisée, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'intracting? Oui, alors de façon vulgarisée, l'intracting, c'est la mise à disposition d'une somme financière auprès d'une commune, c'est-à-dire une avance remboursable que consent le syndicat départemental en ayant contractualisé au préalable avec la Banque des territoires qui nous met cette somme à disposition. Nous, ensuite, nous la ventilons au gré de travaux que nous avons répertoriés sur les communes. Nous lançons un gros programme au niveau des écoles, de la mise aux normes des écoles. Et si vous voulez, ces travaux vont générer des économies d'énergie. Et avec ces économies d'énergie, les collectivités vont pouvoir rembourser le syndicat départemental qui ensuite remboursera la Caisse des dépôts et consignations. Donc c'est, je le disais, une formule innovante, vous êtes un intermédiaire innovante où la responsabilité nous est en partie donnée, c'est-à-dire tout à l'heure j'entendais le président directeur de la Caisse des dépôts dire que la solution elle est dans les territoires. Là je crois que c'est un exemple concret d'une responsabilisation qui nous est donnée et le fait que l'on engage des travaux avec le maximum d'efficacité. Quelles sont les autres solutions qui existent pour financer cette rénovation énergétique? Parce qu'on a bien compris, le nerf de la guerre sont quand même les moyens financiers, Pierre Laurent. Je crois que déjà, on a bien exposé les principaux outils qui sont à disposition des collectivités. Mais peut-être avant de creuser un peu ce point, je reviens sur un point assez fondamental que vous avez évoqué, qui était de savoir, finalement, est-ce que la période actuelle, avec cette crise énergétique, cette remontée des prix, et quel effet elle va avoir finalement sur l'investissement, et en particulier en matière d'investissement, de rénovation thermique. Moi, je crois profondément que l'effet prix de l'énergie va être un puissant moteur et un puissant accélérateur de ces investissements.
Donc je pense que c'est un moment un peu particulier où, on l'a dit, hein, au premier ordre, il faut une volonté d'agir. Et cette volonté d'agir, elle va quand même être fortement stimulée par l'effet prix, parce que quoi qu'on en dise, ces opérations, que ce soit pour les bailleurs ou pour les collectivités, s'équilibrent mal ou peu. Et du coup, l'effet prix vient renforcer ou au moins faire prendre conscience de l'importance du sujet. Pour les collectivités, l'énergie, c'est 4-5% de leur budget de fonctionnement. Avec la crise énergétique, ça va bondir. Hein, selon après le mix énergétique utilisé, mais ça va vraiment bondir. Vous le voyez, vous, sur vos factures aujourd'hui Peut-être pas encore, mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Voilà. Ça augmente de combien? 100%, 150%? J'ai lu parfois que ça pouvait augmenter de 150% les factures énergétiques de certains bailleurs sociaux. Selon les contrats, le type de chauffe, voilà, on a avec compris. Oui, ça peut. En tout cas, ça. C'est la conséquence. Enfin, je veux dire, si je peux me permettre de faire 30 secondes un peu de politique. Je suis élu, donc j'en profite. Oui, bah oui. Je suis là pour ça. Ça peut pas en être autrement. C'est aussi la conséquence de la dérégulation des prix et de l'énergie et du marché de l'énergie. Parce que il n'y a pas nécessairement de crise de la production. C'est le marché qui s'emballe. Il y a un marché spéculatif aujourd'hui de l'énergie. Il y a plusieurs raisons que je ne maîtrise pas de toute manière. Donc, mais c'est pas qu'on n'arrive pas à produire. C'est que ça coûte plus cher en fait. C'est vendu plus cher sur le marché. Et il est là le drame quand même. C'est qu'on avait un marché de l'énergie qui était régulé par le passé. Ça a été imposé à la France sur l'ensemble de l'Union européenne, y compris pour les collectivités, pour les services d'intérêt public comme des bailleurs sociaux, de se dire que c'est le marché qui fonctionne. Et y compris, il y a eu en début d'année quand même une forte inquiétude au moment où le gouvernement crée le bouclier énergie. Il le fait dans un premier temps exclusivement pour les personnes, les individus, pour les ménages qui sont en contrat de chauffe individuel. Au début, les bailleurs sociaux qui sont en contrat de chauffe collectif, donc avec des chaudières collectives ou en réseau de chaleur, n'étaient pas dans le bouclier énergie. Donc, y compris, c'était un peu la double peine de se dire que ceux qui avaient fait les investissements qui étaient mieux-disants d'un point de vue écologique et qui protégeaient en partie le pouvoir d'achat des usagers ou des locataires, finalement étaient les plus pénalisés puisque là, on prenait parfois, pour ceux qui avaient des contrats qui sont arrivés à échéance ou qui ont été suspendus en fin d'année dernière, on pouvait avoir, y compris sur certains contrats, x4. Et ça aurait pas été. Enfin, on sait très bien que ce n'est pas soutenable en plus aujourd'hui. Donc, ça coûte énormément d'argent à la puissance publique et à l'État, la mise en place du bouclier énergie. Ça n'empêche pas la hausse, en partie, qui est en partie financée quand même par les locataires aujourd'hui. Et les communes sont très impactées aujourd'hui selon les différents systèmes de chauffe. Ça peut aller beaucoup plus haut que ça peut plus que doubler même aujourd'hui. Oui, allez-y, rapidement, on redonnera la parole je reprends la balle au bon, mais je ne fais pas de politique pour autant. Néanmoins, il faut savoir qu'un certain nombre d'élus, et ça fait à peu près l'unanimité sur la sphère politique, militent pour le retour des TRV, pour tout ce qui a tarif réglementé de vente, pour tout ce qui touche finalement à l'intérêt général et au service public, ce qui embarquerait les bailleurs sociaux, les communes, les EHPAD, enfin, etc. Tout au moins ceux qui sont publics. Donc ça, c'est intéressant à suivre parce que revenir au TRV, ce serait quand même logique dans notre pays où le contribuable a quand même payé le parc électronucléaire que nous connaissons et puis la puissance publique, Caisse des dépôts, tout le monde travaille dans le sens d'une transition énergétique aboutie et ce serait un juste retour des choses. Alors, donc, pour revenir un petit peu sur la période et les outils, donc la période elle est propice, et en même temps elle est compliquée, puisque vous le savez, la période inflationniste, elle crée à la fois des augmentations de prix, et en particulier, on le sait, les prix des matériaux aujourd'hui ont quand même bien bondi, dans un contexte où la réglementation renforce les performances les exigences en termes de performance énergétique et donc vient là encore augmenter le prix, le coût total des opérations. Donc c'est compliqué dans un contexte où l'approvisionnement n'est pas évident. Donc ce que apporte la Banque des Territoires vis-à-vis de ces enjeux, c'est en amont des crédits d'ingénierie qui peuvent être sollicités par les collectivités locales pour venir faire des études, des préétudes. On dispose aussi d'un outil dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui qui s'appelle PrioRéno, qui permet de façon totalement gratuite d'avoir un premier diagnostic du parc immobilier des collectivités grâce à ce partenariat avec Enedis
et EDF. Donc ça peut faire un premier niveau, disons, de connaissance. Et ensuite, en termes de financement, cette fois-ci adossé au projet, on a, donc ça a été évoqué, Link Tracking, qui permet d'accompagner tous les gestes rapides, un peu légers, qui sont souvent des gestes très efficaces pour venir adapter, là encore, l'éclairage, le vecteur énergétique, etc. Et le prêt Ambre, donc Ambition Rénovation Énergétique, qui lui va être proposé aujourd'hui, adossé au livret A, et qui, dès le mois prochain d'ailleurs, sera proposé aussi à taux fixe, et qui permet cette fois-ci de faire des rénovations beaucoup plus lourdes, vraiment ambitieuses, où là on revoit véritablement le bâtiment, et on lui redonne une durée de vie globale de l'ordre de 20-25 ans, et on repart vraiment sur des bâtiments totalement rénovés, voire transformés. C'est un point important, on ne l'a pas évoqué, mais je reviens dessus. Il y a la rénovation énergétique, mais il y a aussi dans ce parc immobilier, dans ce portefeuille, d'autres enjeux qui sont les ventes. De temps en temps, il faut vendre parce que le bâtiment n'a plus d'usage. La transformation, l'adaptation au changement climatique. Donc tous ces éléments doivent être appréhendés dans cette gestion globale du patrimoine. Et dans certains cas, il faut les transformer parce que les usages sont plus adaptés. Et là, on part pour une seconde vie et on a besoin d'investissements lourds et donc de financement de très long terme. Merci messieurs. Alors on peut passer peut-être aux questions-réponses si vous en avez. Alors j'ai plein d'autres questions aussi en réserve, mais on va laisser la priorité au public. Alors moi j'avais une question peut-être sur la précarité énergétique, parce que finalement rénovation énergétique peut être aussi associée à cette précarité, en tout cas une inégalité et un rapport différent forcément de confort en fonction de ses revenus et du pouvoir d'achat que vous évoquiez. Aujourd'hui, vous peut-être, Adrien Delacroix, est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers pour éviter la précarité énergétique des ménages, qui est un vrai sujet, un enjeu politique majeur? Oui, en tout cas en tant que tous les bailleurs sociaux incitent depuis de nombreuses années de se dire, et c'est ce qu'on se disait en introduction de cette table ronde, que la meilleure économie, en tout cas énergétique, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, ce qu'on appelle la sensibilisation aux éco-gestes, c'est un élément important pour limiter, en tout cas, la facture énergétique, que ce soit en chauffe ou la consommation électrique dans le ménage. Il y a aussi un sujet qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même un sujet, en tout cas, très important et qui aujourd'hui est sans doute très largement un angle mort des politiques publiques, c'est sur les copropriétés. Parce que les bailleurs sociaux, ils savent faire. Globalement, ils sont équipés, outillés, et finalement, c'est plus la capacité financière à y arriver quasiment. Mais en tout cas, c'est les collectivités également, d'une certaine manière, même si on s'est partagé qu'on partait d'un peu plus loin. En revanche, la capacité des copropriétés à aller faire de la réhabilitation de bâtiments important est un enjeu très fort. On connaît sur certains territoires, dont le nôtre, le phénomène de copropriété dégradée. Quand on a des grands patrimoines qui ont été mal entretenus, sous-entretenus, où il faut lever d'importants travaux et qu'en plus, vous avez une copropriété où le taux de propriétaires occupants est quand même finalement très faible, et donc le propriétaire il se dit pourquoi j'irais dépenser autant d'argent finalement pour dépenser dans un logement dans lequel je ne vis pas. C'est vraiment un enjeu important, et aujourd'hui et du point de vue législatif et en termes de levier financier, on n'est pas suffisamment outillé pour répondre à ces enjeux-là. Et le but, c'est pas de créer dans les années qui viennent progressivement les grandes copropriétés dégradées et qu'elles se développent quand on voit la difficulté de les traiter une fois qu'elles tombent en difficulté. Donc ça, c'est un enjeu important. Et puis, je l'évoquais évidemment, de maîtriser, faire prendre conscience aux habitants, aux locataires, de réduire au maximum, de maîtriser leurs dépenses énergétiques. Oui, sur la précarité énergétique, pour répondre aussi à votre question, c'est quelque chose que l'on voit qui va un peu crescendo sur les 2-3 dernières années. On le voit au nombre de bénéficiaires du fameux chèque énergie qui a été créé il y a déjà quelques années par Ségolène Royal. Ce chèque, finalement, il permet à la fois de payer
soit sa facture d'électricité, soit d'engager des travaux de rénovation énergétique à titre individuel. Nous, la vision que nous avons, les syndicats d'énergie en France, ce serait peut-être que... parce que quand on paye une facture, bon, finalement, c'est vrai qu'à court terme, ça peut apparaître satisfaisant, mais parfois on a l'impression que c'est un petit pansement qu'on met sur une jambe de bois. L'idéal, ce serait d'avoir un chèque énergie peut-être qui soit bonifié dès l'instant où on rentre dans la rénovation énergétique. Et là, peut-être que ça inciterait davantage les particuliers à aller vers des travaux plus conséquents que d'avoir à payer sa facture, parce que le mois prochain ou le trimestre prochain, on se retrouve face au même problème. Vous voulez réagir, pardon. Ah, il y a une question, très bien. Monsieur, je vais vous donner mon micro pour que tout le monde entende bien. Oui, bonjour. Pour le syndicat d'énergie de la Gironde, comment est-ce que vous choisissez les opérations que vous accompagnez en rénovation? Alors, je vais le répéter pour ceux qui nous suivront à distance. Comment choisissez-vous les projets de rénovation? Alors, la première chose, c'est qu'on étudie de près la situation financière de la commune. C'est-à-dire qu'on demande compte administratif des 3 derniers exercices et le budget de l'année en cours, etc. Donc déjà, on analyse financièrement dans quelle situation est la collectivité. Parce que même si une avance remboursable que l'on consentirait avec des préambres et tout ceci ne figure pas forcément dans l'endettement de la commune, nous on souhaite que la commune ait cette capacité à rembourser. Nous avons également étudié au préalable, et ça c'est important, le projet de chantier qu'a la commune, c'est est-ce qu'il va y avoir un retour sur investissement par rapport notamment à l'intracting. J'ai oublié de vous préciser que ce produit que je qualifie de vertueux, qui est l'intracting, nécessite un retour sur investissement de moins de 13 ans. C'est-à-dire que si on est au-delà de 14 ou 15 ans, ça y est, ça ne fonctionne pas. Donc on regarde tout ça. D'une part, la situation financière. D'autre part, le projet que souhaite initier la collectivité. Est-ce qu'il sera vertueux en termes de sobriété énergétique? Oui, non. Et enfin, après, je suis désolé, c'est un peu premier arrivé, premier servi. En ayant quand même le souci de servir un petit peu tout le monde, du petit village de 300 habitants à la commune de 30 000 habitants. Il n'est pas question de réserver cela. La transition énergétique, ce n'est pas un produit de luxe réservé aux seuls urbains. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, je vous en prie. Allez-y, parlez fort, peut-être qu'on vous entendra, vous êtes prêts. Merci. Est-ce que vous accompagnez les collectivités dans le choix des travaux à réaliser? Est-ce que vous accompagnez les collectivités dans le choix des travaux? Oui, bien évidemment, puisque je vous disais que la majeure partie des collectivités, notamment dans un département comme la Gironde, ne sont pas staffées pour pouvoir finalement faire des propositions, des programmes d'investissement. Donc on les accompagne à telle enseigne que celle-ci nous confie la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux, en portant cela la maîtrise d'œuvre également. Donc bien évidemment, on leur donne des solutions. Bon, in fine, c'est quand même elles qui décideront, mais on est force de proposition. Finalement, on veut arriver avec un projet clé en main. On a un échange avec celle-ci, elles nous disent ce vers quoi elles veulent aller, et on leur met un projet clé en main, qu'il soit technique, juridique et financier, ce qui permet d'agir assez rapidement et avec efficacité. Oui. J'allais poser la question justement. Est-ce que vous avez des outils de suivi, tous les deux d'ailleurs, qui vous permettent de mesurer l'évolution des économies d'énergie que vous effectuez? Alors d'abord, les collectivités, elles ont eu un peu de chance, si je puis dire, ou de malchance. Ce qui pouvait apparaître comme une contrainte est vite devenu une opportunité. Vous savez qu'on a eu un peu du harcèlement textuel législatif. C'est-à-dire qu'on a eu la loi Elan, la loi Climat et Résilience, l'ARE 2020, le décret tertiaire. Et du reste, ce dernier décret tertiaire, il impose aux collectivités sur les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés des objectifs d'économie d'énergie. Et donc, je dirais que la loi nous a aidés, le contexte réglementaire nous a bien aidés, ce qui fait que votre question était... Sur l'audit. Ah oui, l'audit. L'audit et le suivi. Je reviens à nos audits énergétiques. Tous ces textes mis les uns sur les autres, et notamment le décret tertiaire, imposent un audit énergétique en amont, si bien que ça a été un petit peu le catalyseur de notre action
vers la rénovation énergétique des bâtiments, et en particulier les écoles, puisque les écoles font, a priori, pour la majeure partie d'entre elles, plus de 1000 mètres carrés. Ce décret impose des économies d'énergie, et c'est pour ça que nous avons le DIAG qui permet d'agir subséquemment. Adrien Delacroix, vous... Alors, déjà, tous les bailleurs font, normalement, de toute façon, des diagnostics avant, après travaux. Oui, c'est obligatoire. Ils suivent évidemment leur consommation en matière d'énergie, notamment, en tout cas pour quand ils sont en chauffe collective. Donc, de fait, ils pilotent, ils ont une vision assez précise de la performance et de l'évolution, en tout cas, de leur consommation énergétique. Nous, en tout cas, à Plaine Commune Habitat, on est allé même bien au-delà, puisque et moi j'ai porté l'ambition quand je suis devenu président de cet organisme, d'être dans la trajectoire des accords de Paris et donc d'être conforme à la stratégie nationale bas carbone et conformément à la déclaration de la ville de Saint-Denis, du territoire de Plaine Commune, d'être en situation d'urgence climatique, de se doter d'un plan qu'on a appelé plan ambition environnement et qui traite de la question énergétique, mais de l'ensemble, finalement, de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, de prendre sur l'ensemble de notre activité, et évidemment que la partie chauffe et consommation énergétique dans notre patrimoine est important, mais on a regardé ce que nos prestataires faisaient, comment étaient rédigés nos marchés, et de se doter d'une stratégie sur les prochaines décennies. Avec des cahiers des charges beaucoup plus contraignants. Avec des cahiers des charges qui vont s'imposer en interne, mais également à nos prestataires, et y compris avec des objectifs partagés aussi avec les collectivités, les prestataires et évidemment les locataires. Et donc ça, c'est une stratégie très innovante pour se fixer des objectifs ambitieux en matière de verdissement de nos consommations énergétiques, puisque on parlait, et je pense que le secteur HLM est un secteur qui accompagne énormément les innovations, notamment par exemple aujourd'hui on est sur une stratégie de diagnostiquer l'ensemble de nos toitures pour que dans les futures réhabilitations, systématiquement, si c'est possible, qu'on ait de la pose de panneaux solaires pour participer à la chauffe, participer à la production d'énergie pour s'auto-alimenter dans nos parties communes, alimenter y compris nos ascenseurs, et pour faire in fine des économies et limiter en tout cas notre production de gaz à effet de serre. Oui, parce que optimiser les énergies, c'est aussi remplacer les énergies. Tout à fait. Pierre-Laurent. Oui, un petit mot. Alors la personne est partie, mais je vais quand même répondre. La question en creux, c'est quel niveau de performance et est-ce que l'atteinte est conforme est-ce que l'atteinte de performance est conforme après dans les usages. Alors je ne vais pas revenir sur toute la réglementation qui s'applique au logement, qui s'applique au tertiaire. Il y a des minimums exigés. Et puis demain, on aura la taxonomie européenne qui va mettre un petit peu tout le monde d'accord et qui va imposer des critères de performance en matière de rénovation et de construction. Et pour illustrer quand même le point de la performance, aujourd'hui, nous, dans l'éco-prêt, on demande un minimum de 40% de gain énergétique. Alors, comment le mesure-t-on ? On le mesure ex ante, donc avant travaux, sur la base d'un diagnostic. Alors, demain, ça sera peut-être 3CL qui va remplacer cette méthode, mais peu importe, ça sera la même logique. Et ensuite, ce diagnostic nous permet, sur la base de marchés de travaux, et expertisé par un tiers qui n'est pas notre contrepartie, donc on a une sorte de garantie de performance, de neutralité, d'avoir ces 40%. Après, on s'est posé la question de savoir si dans la pratique, on avait bien les 40% de gain énergétique à l'usage. Alors il se trouve que non, c'est un peu moins. Et ça s'explique par un ensemble de paramètres, notamment sur la façon d'habiter, quand il y a des bâtiments à double flux qui peuvent être un peu complexes, etc. Bon, il y a des fois où les comportements ne sont pas toujours au rendez-vous, ou quand les usages ne sont pas au rendez-vous. Voilà. Mais malgré tout, on est sur des niveaux qui sont à peu près 90%, 85-90% de la performance théorique souhaitée, ce qui est déjà un très bon niveau quand on parle de logement. Donc c'est pour illustrer le fait que la méthode ex ante, en fait, elle n'est pas parfaite, mais elle donne quand même de très très bons résultats. Messieurs, pour conclure nos échanges, une question de fin. Pour aller plus vite et plus loin, pour optimiser encore plus nos énergies, finalement, cela dépend de quoi ? Si vous aviez une baguette magique, vous demanderiez quoi ? Qui commence ? Adrien, je vous sens inspiré. Alors moi,
pour les bailleurs sociaux. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la demande du monde HLM, elle est assez claire. Elle est sur revenir sur ce qui a bridé l'investissement des bailleurs sociaux. Je pense notamment à la RLS et à l'augmentation de la TVA. Et je pense que de manière générale, au-delà de la partie bailleur, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas concevable d'être sur de la TVA majorée sur ce qui doit être des investissements prioritaires, urgents. Et il faut être sur des taux minorés sur la TVA. Il y a aussi un enjeu, on ne l'a pas évoqué, mais qui est important, c'est sur la constitution de filières. Parce que si demain, tous les bailleurs rénovaient au même moment, on serait bien en peine d'avoir suffisamment d'ouvriers et d'entreprises qualifiés pour réaliser ces travaux. Et donc il y a aussi un enjeu en matière de formation, de créer des filières, y compris de qualité, parce que on voit que la vente de C2E, en tout cas, voilà, fait parfois, il y a le meilleur comme le pire parfois dans les entreprises qui font valoir ces économies d'énergie. Et donc il y a aussi besoin d'avoir des filières, de développer des filières, mais aussi des filières de qualité, et notamment pour pouvoir penser la réhabilitation, pas seulement avec des matériaux qui sont eux-mêmes émetteurs de gaz à effet de serre, mais de développer aussi de la réhabilitation dans une logique de bâtiment durable, avec le développement et la maîtrise des matériaux biosourcés ou géosourcés. Merci. Stéphane Houllier, très rapidement, vous avez 20 secondes. 20 secondes. Je rebondirai sur ce que vient de dire mon voisin. Finalement, il n'est de richesse que d'hommes. Et aujourd'hui, nos collectivités manquent d'une filière, j'en parlais avec Rémi Orlin tout à l'heure, manquent d'une filière énergéticienne. On a beaucoup de mal à recruter des spécialistes de l'énergie dans les communes, dans les intercos, au niveau du syndicat. Et ça me paraît très très important de baser la réussite sur cela. Et le mot de la fin vous revient. Très bien, alors je vais faire très très court. Moi j'aurais 2 souhaits. Le premier, c'est vraiment la prise de conscience de l'importance du sujet, de ces enjeux, par les acteurs et par l'ensemble des acteurs. Et ça, je pense que la conjoncture nous y aide et il faut en profiter. Et deuxième point, vraiment offrir des dispositifs incitatifs, en particulier financiers à ces acteurs. Et bon, ça a été évoqué, et la Banque du Territoire y travaille. Très bien, merci beaucoup Adrien Delacroix, Stéphane Houllier, Pierre Laurent pour cette très passionnante conférence. Merci à tous de nous avoir suivis.